Dans ce chapitre, on va s'intéresser à la trigonométrie, notamment aux fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente et leur réciproque. On s'intéressera également à la résolution du triangle, c'est-à-dire connaître tous les côtés du triangle, ainsi que la valeur de tous ses angles, en se basant notamment sur les lois des sinus et la loi des cosinus. Je vous invite à revoir la notion d'angle. Qu'est-ce que c'est qu'un angle? Un angle de façon générale, donc c'est une portion de l'espace délimitée par deux demi-droites qui ont la même origine. Et donc vous avez, c'est quoi un angle aigu, un angle droit, un angle complet, un angle nul, etc. Pour mesurer la valeur d'un angle, donc on avait décidé qu'un cercle, donc étant donné un cercle, étant donné donc deux demi-droites qui ont la même origine étant le centre du cercle. Donc on voulait introduire une unité de mesure. On a décidé que si je fais un tour complet, on a décidé donc de couper le cercle en 360 degrés. Donc si je coupe le cercle, en d'autres termes, si je coupe le cercle en 360 morceaux égaux, je m'attends que je continue à faire le découpage jusqu'à ce que j'obtienne 360 morceaux, et bien chaque angle formé par deux semi-droites, ça va être 1 degré. 1 degré. Donc on a décidé que 360, c'est la mesure d'un angle complet, c'est-à-dire un angle dans lequel on fait un tour complet. Si on voit la notion d'angle complet, c'est un angle où on fait un tour complet. Et ça, c'est 360 degrés. Voilà, donc on a introduit une mesure d'angle, c'est les degrés. Il y a un sens aussi, on a décidé d'un sens positif pour les angles, c'est le sens antihoraire. Donc si je pars dans ce sens, 30 degrés par exemple, admettons que c'est ça, c'est 30 degrés, ben dans le sens opposé, ça va être moins 30 degrés. Et on verra plus loin que finalement, si on a décidé qu'un tour complet c'est 360, alors dans ce cas-là, je peux faire 2 tours par exemple. Alors donc si je décide de faire 2 tours, le premier tour, « 360, j'ajoute un deuxième tour, donc ça va être 720. Donc finalement, on peut avoir des angles qui dépassent 360, il suffit de continuer à tourner finalement. Donc on peut avoir un tour et demi, 2 tours, 8 tours, ce que vous voulez. Donc finalement, on peut avoir tous les angles possibles dans R+, et dans R-, puisqu'on peut revenir dans le sens opposé également. Donc on peut avoir moins 800 degrés, moins 500 degrés, plus 719 degrés, etc. On mesure 360 degrés pour un cercle complet. C'est-à-dire l'unité de mesure, c'est les degrés. On a introduit une autre mesure des angles, c'est les radians. Donc on a décidé qu'un tour complet, c'est 2π radians. Okay. Il faut faire donc la correspondance. Si vous avez 30 degrés, il faut essayer de trouver l'équivalent en radians ou vice-versa. Avec la correspondance, 2π correspond à 360 degrés. Okay. Donc 2π correspond à 360 degrés. Si vous avez, par exemple, un radian, ça correspond à quoi? X. On peut appliquer la règle de 3, tout simplement. X, ça va être 1 fois 360. Donc, X, ce sera 1 fois 360 sur 2π. Si on veut trouver la valeur en degrés, la valeur de cet angle de 1 radian en degrés. Donc la règle de 3, X, c'est 1 fois 360 sur 2π. Exemple, quelle est la mesure de l'angle en radian entre un cercle de rayon 21 et l'arc de 50 cm. Donc là, on nous donne la mesure d'un arc. Pour la mesure d'un arc, on sait que la mesure du périmètre d'un cercle complet, le périmètre d'un cercle, on sait que c'est P égale 2π fois le rayon. S'il s'agit juste d'un arc, donc un arc, il est délimité par un angle, θ, on va appeler θ cet angle, donc l'arc c'est cette mesure, c'est cette longueur-là, cette portion du cercle. Si on s'intéresse à cette longueur, eh ben, il faut faire la correspondance de cet angle θ. Qu'est-ce qu'il représente comme
proportion par rapport à l'angle total, qui est 360 degrés. Donc, si θ, elle est donnée en degrés. Donc, la longueur de l'arc, on va leur donner l'arc, c'est égal à 2πr fois mesure de l'angle en degrés sur 360. Donc, la partie entre parenthèses représente la proportion. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente cet angle par rapport à l'angle complet de 360. Okay? Est-ce que c'est la moitié? Est-ce que c'est... Admettons, donc θ c'est 90 degrés, donc c'est un quart. 90 sur 360, ça représente un quart. La valeur de l'arc va être donc un quart de la valeur totale du périmètre du cercle. On peut donner la même formule, mais avec les radians toujours. Donc arc égale mesure de l'angle en radians sur 2π, le périmètre, donc la longueur de l'angle complet en radians, c'est 2π. Le tout multiplié par le périmètre d'un cercle, 2π. Okay. C'est la longueur d'un arc. Et bien évidemment, donc, si les angles sont donnés en radians ici, on peut simplifier le 2π. Ce sera tout simplement la mesure de l'angle fois le rayon. Okay. Dans ce cas-là, si la mesure de l'angle est donnée en radians, la mesure d'un arc, c'est la mesure de l'angle en radians multipliée par le rayon. Et si le rayon est 1, vous voyez bien que la mesure de l'angle, c'est la même chose que la mesure de l'arc. Okay. Ce sera la mesure de l'arc dans ce cas-là. Si on revient à notre exemple 6.1, on nous donne la mesure d'un rayon, on nous donne la valeur de l'arc. On ne nous donne pas l'angle en radians. Donc on peut utiliser la deuxième formule. L'angle en radians, l'arc, c'est la mesure de l'angle en radians fois le rayon. On peut l'écrire, pas de problème, on n'a pas besoin de redémontrer tout ce que j'ai écrit. Donc on peut écrire l'arc égale angle. J'écris angle rad pour dire l'angle en radian, fois R, fois le rayon. Implique que angle rad égale arc, la mesure de l'arc, sur le rayon. Je fais une application numérique. La mesure de l'arc, c'est 50 cm. Le rayon, c'est 21. Et ça donne approximativement 2,38 radians, approximativement. Pour la conversion de degrés en radians, on pouvait utiliser la règle de 3. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette formule. On va directement utiliser la règle de 3 ici. On va convertir 60 degrés en radians. On sait que 360 degrés, ça correspond à 2π radians. Après, vous n'êtes pas obligé d'écrire les unités de mesure, mais vous allez voir, dans cet exemple, on va les écrire en tout cas. 60 degrés, ça correspond à quoi? À x. La règle de 3 nous dit que x, ce sera 60 fois 2π sur 360. Et ça sera égal approximativement. Donc la règle de 3, x, c'est 60 fois 2π divisé par 360. Okay. Ou bien x fois 360 égale 60 fois 2π. Égale à π sur 3. Vous avez remarqué que je n'ai pas remplacé les π sur 3. Souvent, c'est cette formule qu'on laisse, surtout pour les angles comme ça, π sur 3, π sur 6, etc. Souvent, on laisse la constante π. Donc, on préfère écrire π sur 3 que d'écrire 1,047 radians. À peu près. Donc, π sur 3, c'est une mesure exacte, en fait, de 60 degrés, alors que 1,047, c'est une mesure approchée. Souvent, c'est préférable de faire ça. Un radian que représente en degrés. Toujours appliquant la règle de 3, on a 2π radians. Ça correspond à 360 degrés de mesure. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? En tous les cas, vous n'êtes pas obligé de les écrire. Mais en revanche, si on veut vraiment voir est-ce que notre résultat est vraisemblable, qu'est-ce qu'on a multiplié? X. On a dit 1 fois 360. Donc on a fait radian
fois degré divisé par 2π. 2π, c'est radian. Vous voyez que donc le résultat finalement sera en degrés. Okay. J'ai fait radian fois degré sur radian, le résultat sera en degrés. Intéressons-nous maintenant à la notion de vitesse angulaire et de vitesse linéaire. La vitesse angulaire, imaginons un satellite qui tourne autour de la Terre, donc il fait par exemple un tour chaque... Bon, un satellite, les unités de mesure, imaginons juste la roue d'une voiture par exemple, ou quelque chose comme ça. Il fait par exemple, on va choisir l'unité de mesure par exemple, rotation par seconde, donc un tour, bien tour par seconde. On peut choisir tour par minute, comme unité de mesure de la vitesse angulaire, la vitesse de rotation, qu'on note oméga en général. On peut s'intéresser à l'angle aussi, à l'angle parcouru par unité de temps. Donc par exemple, l'unité, ça peut être radian, radian par seconde. Voilà. Bien sûr, s'il s'agit de la vitesse de rotation d'un satellite autour de la Terre, l'unité de mesure, ça ne va pas être rotation par seconde. Okay. Ça ne va pas être rotation par seconde. Ce sera peut-être, ce sera une autre unité de mesure. Donc, l'unité de mesure de la vitesse angulaire, comme défini ici, oméga, notez oméga, c'est état à l'angle parcouru, l'angle moyen parcouru par unité de temps. Admettons que la vitesse est constante. Hein. Si elle a parcouru 15 secondes, 15 radians en 18 secondes, et bien la vitesse angulaire, ce sera 15 sur 18 radians par seconde. Si elle a parcouru 15 radians en 18 secondes, et bien la vitesse oméga, c'est 15 sur 18, il faut faire le calcul, radians par seconde. Maintenant, au lieu de la vitesse angulaire, on peut s'intéresser à la vitesse linéaire. Imaginez le satellite, on peut s'intéresser à combien de tours par minute, par heure, ou par année, ou par... Ça dépend de l'unité de mesure, mais on peut s'intéresser, si ce satellite était sur une ligne droite, combien aurait-il parcouru de kilomètres? C'est ça qu'on appelle la vitesse linéaire. Okay. Donc, admettons un objet en train de tourner, on peut s'intéresser à combien de tours par minute, par seconde, ou bien quel angle par seconde, etc. Mais on peut s'intéresser vraiment si cet objet qui tourne, ou cette personne qui tourne, si c'était linéaire, s'il était sur une ligne droite, combien il aurait parcouru par unité de temps? Quelle aurait été sa vitesse linéaire? En fin de compte, c'est ce qu'on appelle la vitesse linéaire. Pour calculer la vitesse linéaire, on peut passer de la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, admettons quelque chose radian par seconde, et on utilise la conversion. On a vu que le périmètre, la longueur d'un arc, on a vu que c'était égal à la mesure de l'arc, de l'angle, en radian fois le rayon du cercle. Fois le rayon du cercle. Ceci se traduit donc pour les vitesses. La vitesse linéaire, elle va être en fin de compte la vitesse angulaire fois le rayon. Parce que la vitesse angulaire, l'unité de mesure de l'angle radian, si on veut transférer en distance sur la longueur de l'arc, il suffit de multiplier par le rayon pour avoir la longueur de l'arc. La vitesse linéaire, c'est la vitesse angulaire multipliée par le rayon. Attention, la vitesse linéaire, la vitesse angulaire devrait être donnée en radians par seconde pour avoir la vitesse en mètres par seconde. Okay. Si je veux avoir mètres par seconde, le rayon va être en mètres, bien évidemment. Mais si j'ai ici radian par heure, eh bien, la vitesse ici va être mètres par heure. Donc c'est juste le radian qu'on a remplacé ici par la longueur en multipliant par le rayon du cercle, en fin de compte. Donc, faites attention. L'angle doit être en radian et non pas en degrés pour appliquer cette formule. Après, l'unité de la vitesse linéaire dépend de celle-là. Si j'ai radian par seconde, je vais avoir mètres par seconde. Admettons que le rayon est donné en mètres. Si le rayon est donné en kilomètres, eh bien, ça va être kilomètres par seconde.
etc. Faisons l'exemple 6.4. On voit une poulie qui a un rayon de 50 cm est entraînée par une courroie qui se déplace à 13 mètres par seconde. Quelle est la vitesse de la rotation de la poulie? En fait, la vitesse linéaire de la courroie va la transmettre à la poulie. Et donc, la vitesse linéaire d'un point qui est sur la poulie, un point, comment il va se déplacer linéairement, et il va avoir la même vitesse que la courroie. La vitesse linéaire. Comment traduire donc la vitesse de rotation? Il faut transformer la vitesse linéaire en vitesse angulaire, en vitesse de rotation. On a vu la relation tout à l'heure, on va regarder la même relation, on a vu que la vitesse linéaire était le rayon fois W, n'est-ce pas? Ceci donc implique que la vitesse de rotation W égale la vitesse linéaire divisée par le rayon. Il faut attention, la vitesse, c'est la vitesse ici, c'est 13 mètres par seconde. Le rayon, je ne vais pas écrire le rayon en centimètres, sinon je vais avoir mètre sur centimètre, c'est pas possible. Donc on divise sur le rayon qui est 0,5. 0,5 mètres. Et c'est ça qui nous donne finalement la vitesse en radians par seconde. Radians par seconde. Ce sera 26 radians par seconde. Aucune unité de mesure n'a été imposée dans ce numéro. On nous demande juste la vitesse de rotation de la poulie, donc on peut laisser radians par seconde. Intéressons-nous maintenant au numéro 6.5. On nous donne une roue de diamètre 65 cm. On devrait donc trouver le rayon avant tout. Ensuite, les roues de la voiture se déplacent à 233 rotations par minute. À quelle vitesse se déplace la voiture? La vitesse linéaire. Donc, il s'agit d'une transformation en vitesse de rotation à la vitesse linéaire. L'unité de donnée, c'est la rotation par minute. On devrait transformer en radians par minute ou radians par seconde, ça serait l'idéal. Le rayon des pneus des roues, il est en centimètres. Peut-être meilleur de transformer en mètres pour éviter d'avoir une vitesse de la voiture de centimètres par seconde. C'est mieux d'avoir mètres par seconde. Mètres par seconde, ce serait meilleur. Donc, écrivons directement la vitesse de rotation. D'abord, c'est 233. Rotation par minute. Donc, rotation par minute. Une rotation, c'est 2 pi radians. Donc, ça serait une rotation. J'efface la rotation, j'écris à la place 2 pi radians. Je suis toujours en radians par minute. Une minute, c'est mieux de passer à la seconde. Donc, une minute, c'est 60 secondes. On va diviser donc 60. Et là, on a l'autre vitesse en radians par seconde qui donne approximativement 7,76 ou 77 radians par seconde. On va transformer le rayon en mètres, 65. mètres. Et on applique la formule, la relation qui existe entre la vitesse linéaire et la vitesse de rotation. On a vu que c'était la vitesse de rotation fois le rayon, à condition que la vitesse de rotation soit donnée en radians par quelque chose. Ici, on a radians par seconde, le résultat donc sera mètres par seconde parce que le rayon, il est en mètres. Ça donne, ici c'est 7,76 pi. Il me semble que c'était fois pi. J'ai fait exprès de laisser pi au lieu de transformer complètement en radians, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez multiplier par 3,14 au cas de besoin. Ça sera correct également. Donc ça donne
7,76. Et si je reviens donc au rayon, parce que c'est le diamètre qui est donné, donc il faut diviser par 2, on obtient 0,325 mètres. Et la vitesse linéaire, dans ce cas-là, elle va être, on trouve 7,93 mètres par seconde. Aucune unité n'est imposée, donc il n'est pas la peine de transformer en kilomètres par heure, par exemple. Mètres par seconde est une bonne unité de mesure pour la vitesse. Je vous demande quand même de faire un check pour les calculs que j'ai effectués dans ce numéro. Parlons maintenant des systèmes de poulies qui sont toutes reliées à une même courroie. La courroie se déplace à une certaine vitesse linéaire. Et bien, toutes les courroies, toutes les roues vont avoir la même vitesse linéaire. C'est clair? Sinon ça ne va pas marcher, ça ne va pas tourner bien rond. En revanche, vu que les rayons sont différents ici, ils vont avoir des vitesses de rotation différentes. La même vitesse linéaire, mais vitesses de rotation différentes. Donc, quelle est la relation? Donc, étant donné que la vitesse linéaire, c'est la même, donc pour la première poulie, sa vitesse linéaire, on a vu que c'était le rayon fois sa vitesse de rotation, la vitesse angulaire. C'est pareil pour la deuxième roue, etc. Donc finalement, on a les proportions pour toutes les roues. Ils sont régis par ces propriétés. C'est que le rayon fois la vitesse de rotation de la première poulie égale le rayon de la deuxième fois sa vitesse de rotation, égale le rayon de la troisième fois sa vitesse de rotation, etc. On peut remplacer le rayon par le diamètre. On a toujours cette règle de proportion. Diamètre fois la première vitesse, la vitesse de la première roue égale le diamètre de la deuxième fois sa vitesse, égale bien sûr, dans cette relation, on ne peut pas écrire la vitesse linéaire. Ce n'est plus la vitesse linéaire, puisqu'on a multiplié par 2. En fait, c'est 2 fois la vitesse linéaire. Mais la proportionnalité, elle est la même. Elle est la même. Et donc, par voie de conséquence, si jamais vous connaissez pour une certaine roue à la fois sa vitesse de rotation et son diamètre, on peut déduire pour les autres roues une des inconnues. Si vous connaissez son diamètre, vous pouvez connaître sa vitesse de rotation. Si vous connaissez sa vitesse de rotation, vous pouvez déduire son diamètre. Exemple. Prenons à l'exemple une courroie qui relie le système. Deux poulies ayant respectivement deux diamètres. Donc ici, on va utiliser directement le diamètre, pas besoin de convertir en rayon, puisque la proportionnalité, c'est toujours pareil. Et la plus grande poulie fait 125 rotations par minute. Ça, c'est la plus grande poulie. Donc, vous imaginez que la plus petite, à votre avis, ce qu'elle va faire plus de tours ou moins de tours. Puisqu'elles ont la même vitesse linéaire, la logique, c'est qu'elle doit faire plus de tours par minute que la grande poulie. On a la relation, D1W1 égale D2W2. Je remplace direct ici pour voir mon inconnu. Donc la plus grande roue, ça sera celle diamètre D1, donc ça sera 71. On va laisser le diamètre en centimètres. Pour le moment, donc 71 centimètres. La vitesse de rotation, 125 rotations par minute. 125 rotations par minute. Égale le deuxième diamètre 48, fois vitesse W2 inconnue. Ok. Ici, pas la peine d'écrire, mais on peut l'écrire. Donc j'ai mes centimètres fois tour par minute, rotation par minute. Donc égale centimètres fois. Donc le résultat inconnu il va être également en rotation par minute. Okay. Bien évidemment, si j'écris centimètres, le premier diamètre, le deuxième aussi va être en centimètres pour qu'il se simplifie. Parce que W2, on va avoir c'est 71 fois 125 divisé par 48.
Et si vous remarquez les unités de mesure, je vais les écrire plus bas. Donc ça sera centimètres fois rotation par minute divisé par centimètre. Le résultat sera en rotation par minute. Donc le résultat final est, ce sera donc 184,90 rotations par minute. Et je vous demande de faire un check sur les calculs que je viens d'effectuer. Parlons maintenant de système d'engrenage. Presque le même principe que le système de Pauli. La vitesse linéaire va rester la même. Sauf que là, on a des dents. Les roues, ils ont des dents. Mais pour que le système d'engrenage fonctionne correctement, les dents devraient avoir la même largeur D. La même largeur D. Donc l'histoire de vitesse linéaire qu'on a dit, c'était le rayon fois la vitesse angulaire ou la vitesse de rotation, va se traduire avec les dents en la relation suivante, c'est que le nombre de dents fois la vitesse de rotation de la première égale le nombre de dents fois la deuxième de rotation de la deuxième. Ainsi de suite, ou de la troisième, ou etc. Si on a un engrenage de plusieurs roues, ainsi de suite. Donc la relation fondamentale, c'est que bien sûr, toutes les roues ont des dents dont la largeur, c'est la même, c'est D. Et la circonférence de la roue, c'est le nombre de dents fois la largeur d'un dent. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on compte comme circonférence? On nous intéresse vraiment la circonférence rouge ici. Par exemple, si c'était un engrenage, c'est rouge. On ne mesure pas la hauteur des dents pour mesurer la circonférence. Voilà, donc c'est vraiment le truc rouge qui est circonférence. C'est égal à quoi? N, c'est par exemple R1, R2. Ici, le nombre de dents, donc N2, c'est le nombre de dents fois D. La circonférence C2, c'est le nombre de dents fois la largeur d'une dent. Ici, la circonférence de la première roue, c'est le nombre de dents, N1, fois la largeur des dents. Donc ici également, on a des dents. Bon, ici, c'est un système de Pauli, non? Donc ces roues devraient être collées avec leurs engrenages. C'est juste un schéma, mais qui traduit à peu près ce que je viens d'expliquer. Donc ici, il faut coller ces engrenages. Voilà, donc la relation fondamentale, en fait, c'est que la proportionnalité est gardée entre le nombre de dents fois la vitesse angulaire. Ça reste toujours constant. Le nombre de dents fois la vitesse angulaire dans un système d'engrenage, ça reste constant. Prenons l'exemple d'un système d'engrenage. « 25 dents entraîne une roue de 15 dents et une autre de 10 dents. Si la roue motrice tourne à une vitesse 11 rotations par seconde, quelle est la vitesse des deux autres roues? Bien sûr, dans ces proportions-là qu'on vient de mettre ici, dans cette relation, il suffit de connaître un des produits. Si on connaît l'un des produits, si pour une des roues, on connaît à la fois le nombre de dents et sa vitesse angulaire, pour toutes les autres roues, si vous avez juste une seule information, le nombre de dents, vous pouvez déduire sa vitesse angulaire. Si vous avez la vitesse angulaire, la vitesse de rotation, vous pouvez déduire le nombre de dents. Donc c'est ce qui se passe ici pour une des roues. On a la relation. On va simplifier, pas la peine de définir nos variables. La première roue, il a N1 dents, sa vitesse est W1, etc. Donc N1 D1. N1 W1 égale N2 W2 égale N3 W3. N1 W1 c'est connu, donc c'est 25 dents fois 11 rotations par seconde. 11 rotations par seconde. Donc ça va être égal à 15 fois W2 égale à 10 fois W3. On déduit W2
L'unité de mesure, ça va être donc rotation par seconde. W2 va être égal à 25 fois 11 sur 15. Je vous demande donc d'effectuer une vérification, un check, sur les calculs que je viens d'effectuer.